Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons passer en revue la deuxième partie de tout ce qu'il faut savoir sur les probabilités pour le bac, c'est-à-dire les définitions, les propriétés et les théorèmes à connaître. Alors cependant, connaître le cours est nécessaire mais n'est pas suffisant, donc c'est pour ça que je vous mets en haut à droite une playlist qui contient tout ce qu'il faut savoir faire sur les probabilités pour le bac. Alors commençons par la première partie qui est le dénombrement, et nous allons parler du principe additif. Et donc le principe additif dit que si E est un ensemble fini qui possède n éléments, si F est un ensemble fini qui possède m éléments, et bien si les ensembles E et F sont disjoints, et bien l'ensemble E union F possède exactement n plus m éléments. Alors par exemple, imaginons qu'on souhaite choisir soit un chiffre compris entre 0 et 9, soit une lettre A, B ou C, et bien puisqu'il y a 10 possibilités pour choisir le chiffre et qu'il y a 3 possibilités pour choisir la lettre, et bien d'après le principe additif, il y a 10 plus 3, c'est-à-dire 13 possibilités au total. Ensuite, le deuxième principe à connaître en dénombrement, c'est le principe multiplicatif. Alors avant d'énoncer le principe multiplicatif, on va donner une définition. Eh bien, le produit cartésien E croix F, c'est l'ensemble des couples X, Y, où X est un élément de l'ensemble E et Y est un élément de l'ensemble grand F. Et donc, si grand E est un ensemble fini non vide qui possède petit n éléments, et si grand F est un ensemble fini non vide qui possède petit m éléments, eh bien le principe multiplicatif dit que l'ensemble E croix F possède n fois m éléments. Alors par exemple, imaginons qu'on souhaite choisir un code qui est composé d'un chiffre entre 0 et 9 et d'une lettre A, B ou C, par exemple le code 4B. Eh bien on peut commencer par remarquer qu'un code c'est tout simplement un couple XY où X est un élément de l'ensemble grand E qui contient tous les chiffres de 0 à 9, et Y est une lettre A, B ou C, et donc puisqu'il y a 10 possibilités pour choisir le chiffre et 3 possibilités pour choisir la lettre, eh bien le principe multiplicatif dit qu'il y a 10 fois 3, c'est-à-dire 30 possibilités au total pour choisir un code. Ensuite, nous allons voir ce qu'on appelle l'ensemble des k-uplets d'un ensemble. Eh bien l'ensemble E, etc. croix E se note E puissance k, et ces éléments s'appellent des k-uplets ou bien des k-listes de E. Et donc un k-uplet de E, c'est tout simplement une suite x1, x2, x3, etc. xk de k éléments de l'ensemble grand E. Donc par exemple, si grand E c'est l'ensemble qui est composé de tous les chiffres de 0 à 9, eh bien un quadruplet de l'ensemble grand E, c'est tout simplement une suite de 4 éléments de l'ensemble grand E, par exemple 5, 3, 2 et 5. Et donc nous allons voir à présent comment on peut déterminer le nombre de k-uplets d'un ensemble. Eh bien la proposition dit que si grand E est un ensemble fini qui possède petit n éléments, eh bien le nombre de k-uplets de grand E, c'est n à la puissance k. Par exemple, imaginons qu'on souhaite déterminer le nombre de codes PIN à 4 chiffres, par exemple 5, 3, 2, 5. Eh bien pour faire cela, on va commencer par dire qu'un code PIN c'est tout simplement un quadruplet de l'ensemble grand E qui contient tous les chiffres de 0 à 9. Et donc d'après la proposition, il y a 10 à la puissance 4, c'est-à-dire 10 000 codes PIN possibles. Ensuite, nous allons voir comment déterminer le nombre de k-uplets d'éléments distincts. Alors si k est un antinaturel non nul, et si grand E est un ensemble fini qui possède petit n éléments, eh bien le nombre de k-uplets d'éléments distincts, c'est-à-dire des k-uplets qui ne contiennent pas deux fois le même élément, c'est tout simplement n fois n-1 fois n-2, etc. fois n-k plus 1. Alors par exemple, imaginons qu'on souhaite déterminer tous les codes PIN à 4 chiffres qui ont tous des chiffres différents, par exemple 5, 3, 2 et 9. Et bien pour faire cela, on va tout simplement dire qu'un code PIN dont tous les chiffres sont distincts, c'est tout simplement un quadruplet de l'ensemble qui contient tous les chiffres de 0 à 9. Et donc d'après la propriété, pour trouver le nombre de codes PIN dont tous les chiffres sont différents, il suffit tout simplement de faire 10 multiplié par 9 multiplié par 8 multiplié par 7. Ensuite, nous allons voir ce qu'est la notion de permutation. Donc tout d'abord, si grand E est un ensemble fini qui possède petit n éléments, eh bien une permutation, c'est tout simplement un n-uplet d'éléments distincts de E. Donc par exemple, si grand E est l'ensemble qui contient les lettres A, B et C, eh bien une permutation de grand E, c'est un 3-uplet d'éléments distincts, c'est-à-dire par exemple A, C, B, ou bien B, A, C. Et donc, si grand E est un ensemble fini qui possède petit n éléments, il y a exactement factoriel n permutation de E, où factoriel n, c'est le nombre qui est égal à 1 fois 2 fois 3, etc. fois n. Alors par exemple, si grand E c'est l'ensemble qui contient les lettres A, B et C, eh bien puisque grand E possède 3 éléments, il y a donc factoriel 3 permutations possibles, c'est-à-dire 1 fois 2 fois 3, autrement dit 6. Ensuite, nous allons voir le nombre de parties d'un ensemble.
Donc tout d'abord, si grand E est un ensemble, eh bien un ensemble grand F s'appelle une partie de grand E si grand F est inclus dans grand E. Et donc la propriété à connaître dit que si grand E est un ensemble fini qui possède petit n éléments, eh bien l'ensemble grand E possède exactement 2 puissance n parties. Par exemple, si grand E c'est l'ensemble qui contient les lettres A, B et C, puisque grand E possède 3 éléments, eh bien on sait que grand E possède 2 puissance 3 parties, c'est-à-dire 8 parties. Et en effet, les différentes parties de l'ensemble grand E sont l'ensemble vide, l'ensemble qui contient uniquement A, l'ensemble qui contient uniquement B, l'ensemble qui contient uniquement C, l'ensemble qui contient A et B, l'ensemble qui contient A et C, l'ensemble qui contient B et C, et enfin l'ensemble qui contient A, B et C. Alors nous allons voir maintenant la notion de combinaison. Donc si grand E est un ensemble fini qui possède petit n éléments, et si petit k est un antinaturel inférieur ou égal à n, eh bien tout d'abord on appelle combinaison de k éléments de grand E toute partie de l'ensemble grand E qui possède k éléments. Donc par exemple, une combinaison de deux éléments de E, eh bien c'est tout simplement une partie de E qui possède deux éléments. Et donc la définition à retenir, c'est que le nombre de combinaisons de k éléments de grand E se note k parmi n. Donc par exemple, si on prend un ensemble grand E qui possède trois éléments A, B et C, eh bien le nombre de combinaisons de deux éléments de E va se noter 2 parmi 3, et ce sera le nombre de parties de l'ensemble grand E qui possède deux éléments. Et donc nous allons voir maintenant comment déterminer le nombre de combinaisons. Et donc la proposition à connaître dit que si n est un antinaturel, et si k est un antinaturel inférieur ou égal à k, eh bien le nombre k parmi n est égal à n fois n-1 fois n-2, etc. fois n-k plus 1 divisé par factoriel k. Alors il y a une autre formule qui dit que k parmi n, c'est aussi factoriel n divisé par factoriel k multiplié par factoriel n-k. Donc par exemple, si on souhaite calculer le nombre de combinaisons 3 parmi 5, eh bien on va tout simplement dire que 3 parmi 5, ce sera au numérateur 5 multiplié par 4 multiplié par 3. Ici, nous avons 3 facteurs puisqu'en bas, il y a 3. Et on va diviser par factoriel k, c'est-à-dire factoriel 3. Alors, il y a quelques nombres de combinaisons particuliers qui sont à connaître. Donc la première chose à savoir, c'est que 0 parmi n est toujours égal à 1. La deuxième chose à connaître, c'est que 1 parmi n est toujours égal à n. Et enfin, la dernière chose à savoir, c'est que 2 parmi n est égal à n facteur de n-1 divisé par 2. Alors nous allons voir maintenant quelques propriétés des nombres de combinaisons. Donc la première propriété s'appelle la symétrie. Elle dit que k parmi n est égal à n-k parmi n. Par exemple, pour calculer 7 parmi 10, eh bien la propriété de symétrie dit qu'il suffit de faire 10 moins 7, c'est-à-dire 3 parmi 10. Et donc la deuxième propriété à connaître, c'est ce qu'on appelle la relation de Pascal, qui dit que k parmi n est égal à k-1 parmi n-1 plus k parmi n-1. Donc par exemple, si on souhaite calculer le nombre 4 parmi 9, eh bien la relation de Pascal dit qu'il suffit tout simplement de faire tout d'abord 3 parmi 8 et d'ajouter ensuite 4 parmi 8. Ensuite, nous allons voir ce qu'est le triangle de Pascal. Eh bien le triangle de Pascal, c'est tout simplement un tableau qui permet de déterminer les nombres k parmi n de la façon suivante. Donc les nombres de la première colonne de ce tableau valent 1. Donc ici, nous avons effectivement mis que des 1. Les nombres de la diagonale valent 1. Donc sur la diagonale, on inscrit des 1. Et enfin, chaque autre nombre du tableau est la somme du nombre situé juste au-dessus et de celui situé au-dessus à gauche. Donc par exemple, pour obtenir le nombre 3 qui est ici, nous avons pris le nombre qui est juste au-dessus 1, le nombre qui est juste au-dessus à gauche, c'est-à-dire 2, et nous avons fait 2 plus 1 qui donne 3. Et donc pour finir la partie sur le dénombrement, nous allons voir la somme du nombre de combinaisons, et donc la somme des éléments de la ligne d'indice n du triangle de Pascal est toujours égale à 2 puissance n. Autrement dit, la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n est égale à 2 puissance n. Donc par exemple, si on souhaite effectuer la somme des éléments de la ligne d'indice 4 dans le triangle de Pascal, c'est-à-dire 0 parmi 4 plus 1 parmi 4 plus 2 parmi 4, etc. jusqu'à 4 parmi 4, eh bien la propriété dit que cette somme est égale à 2 puissance 4, c'est-à-dire 16. Alors nous allons passer maintenant à la partie sur la somme de variables aléatoires, et nous allons commencer par parler du produit d'une variable aléatoire par un nombre réel. Et donc, si grand X est une variable aléatoire qui prend les valeurs x1, x2, etc., xn, et si petit a est un nombre réel, eh bien par définition, la variable aléatoire a fois x, c'est la variable qui prend les valeurs a, xi, pour i allant de 1 à n, et qui est telle que la probabilité de ax est égale à axi est égale à la probabilité que grand X soit égal à petit xi. Par exemple, imaginons qu'on ait une variable aléatoire grand X dont la loi de probabilité est ici. Eh bien, si on définit la variable 10 fois
grand X, eh bien cette variable prendra les valeurs de la variable x multipliée par 10. Donc les valeurs de la variable 10x, ce sera 5 fois 10, c'est-à-dire 50, 3 fois 10, c'est-à-dire 30, et moins 2 fois 10, c'est-à-dire moins 20. Et pour calculer par exemple la probabilité que la variable 10x soit égale à 50, eh bien d'après la définition, cela revient tout simplement à calculer la probabilité que x soit égal à 5, c'est-à-dire ici 0,4. Ensuite, nous allons voir ce qu'on appelle la somme de deux variables aléatoires. Et donc la définition dit que si grand X et grand Y sont deux variables aléatoires qui prennent les valeurs x1, x2, xn et y1, y2, ym, eh bien la variable aléatoire grand X plus y, c'est la variable aléatoire qui prend les valeurs xi plus yj pour i allant de 1 à n et j allant de 1 à m, et qui est telle que la probabilité que x plus y soit égal à k, c'est la somme de toutes les probabilités p de x égale xi inter y égale yj pour lesquelles xi plus yj est égal à k. Donc par exemple, imaginons qu'on lance 2 dés à 6 faces et qu'on note grand X, la variable aléatoire qui est égale au résultat du premier dé, et grand Y, la variable aléatoire qui est égale au résultat du deuxième dé. Et donc puisque X prend les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6 et que Y prend les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, on peut dire que la variable somme va prendre les valeurs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et pour trouver les valeurs de la variable somme, on a tout simplement fait toutes les sommes possibles des valeurs de X avec les valeurs de Y. Et si on souhaite par exemple calculer la probabilité que x plus y soit égal à 4, c'est-à-dire la probabilité que la somme des deux dés soit 4, eh bien on va tout simplement faire la probabilité que x est égal à 1 et y égale 3. On voit dans ce cas-là que la somme vaut bien 4, plus la probabilité que x est égal à 2 et y est égal à 2, plus la probabilité que x soit égal à 3 et que y soit égal à 1. Et on voit que les trois événements qui sont ici recoupent bien toutes les possibilités pour avoir une somme qui est égale à 4. Ensuite, nous allons voir ce qu'on appelle la linéarité de l'espérance. Alors si x et y sont deux variables aléatoires et si petit a est un nombre réel, eh bien l'espérance de a fois x est égale à a fois l'espérance de x. Autrement dit, on peut sortir la constante petit a en dehors de l'espérance. Alors la deuxième propriété à connaître dit que l'espérance de x plus y est égale à l'espérance de x plus l'espérance de y. Nous allons parler ensuite de variables indépendantes, et donc on dit que deux variables aléatoires x et y sont indépendantes si elles sont associées à des épreuves indépendantes. Ensuite, nous allons parler de la variance pour des variables aléatoires indépendantes, donc si x et y sont deux variables aléatoires indépendantes, et si petit a est un nombre réel, alors tout d'abord la variance de a fois x est égale à a au carré fois la variance de x, et ensuite la variance de x plus y est égale à la variance de x plus la variance de y. Alors attention, si x et y ne sont pas forcément indépendantes, la relation qui est ici n'est pas toujours vérifiée. Ensuite, nous allons parler de la loi binomiale et de la somme de variables de Bernoulli. Et donc, si grand X suit une loi binomiale de paramètres n et p, eh bien la variable grand X peut s'écrire comme la somme de petit n variables aléatoires de Bernoulli qui sont indépendantes et qui ont toutes le même paramètre petit p. Alors, nous allons voir maintenant ce qu'on appelle un échantillon d'une loi de probabilité. Eh bien, un échantillon de taille n d'une loi de probabilité, c'est tout simplement une liste x1, x2, etc., xn, deux variables aléatoires qui sont indépendantes et qui suivent toutes cette loi de probabilité. Et donc, lorsqu'on est en présence d'un échantillon, on peut lui associer des variables somme et moyenne. Et donc, la variable somme d'un échantillon, c'est la variable aléatoire qu'on note en général S indice n et qui est égale à x1 plus x2, etc., plus xn. Et la variable aléatoire moyenne d'un échantillon, c'est la variable aléatoire qu'on note en général m indice n et qui est égale à x1 plus x2, etc., plus xn divisé par n. Et donc, nous allons voir maintenant des formules pour l'espérance, la variance et l'écart type de la somme d'un échantillon. Donc la première formule dit que l'espérance de la somme d'un échantillon est égale à n fois l'espérance de x1 ou de n'importe quelle variable de l'échantillon d'ailleurs. La deuxième formule dit que la variance de la somme d'un échantillon est égale à n fois la variance de x1. Et enfin, la dernière formule dit que l'écart type de la somme d'un échantillon est égal à racine carrée de n fois l'écart type de x1. Ensuite, de la même façon, nous allons donner des formules pour l'espérance, la variance et l'écart type de la variable moyenne d'un échantillon. Donc la première formule dit que l'espérance de la variable moyenne est égale à l'espérance de x1, ou plus généralement l'espérance de n'importe quelle variable de cet échantillon. Ensuite, la deuxième formule dit que la variance de la variable moyenne est égale à la variance de x1 divisé par n. Et la dernière formule dit que l'écart type de la variable moyenne est égal à l'écart type de x1 divisé par racine carrée de n. Alors nous allons aborder maintenant la troisième partie qui est la loi des grands nombres.
Et nous allons commencer par donner l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. Et donc cette inégalité dit que si grand X est une variable aléatoire d'espérance mu et de variance grand V, eh bien pour tout nombre réel delta strictement positif, la probabilité que la valeur absolue de x moins mu soit supérieure ou égale à delta est inférieure ou égale à la variance de x sur delta au carré. Et donc cette inégalité dit que la probabilité que l'écart entre x et son espérance soit plus grande qu'un nombre delta ne peut pas dépasser la variance de x sur delta au carré. Ensuite, nous allons voir une conséquence de l'inégalité de bien-aimé Chebyshev qu'on appelle l'inégalité de concentration. Alors si Mn est la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de la loi de probabilité d'une variable grand X, qui a pour espérance mu et qui a pour variance grand V, eh bien, pour tout nombre delta strictement positif, la probabilité que la valeur absolue de Mn moins mu soit supérieure ou égale à delta est inférieure ou égale à grand V divisé par n fois delta au carré. Autrement dit, la probabilité que l'écart entre la variable moyenne et l'espérance de x soit supérieur ou égal à delta est inférieure ou égale à la variance de x sur n fois delta au carré. Et pour terminer, nous allons donner la loi des grands nombres. Alors si Mn est la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de la loi de probabilité d'une variable grand X, qui a pour espérance mu et qui a pour variance grand V, alors, quel que soit le nombre delta strictement positif, la limite quand n tend vers plus l'infini de la probabilité que la valeur absolue de Mn moins mu soit supérieure ou égale à delta est égale à 0. Autrement dit, l'écart entre la moyenne d'un échantillon d'une variable aléatoire et l'espérance de cette variable ne dépasse une valeur donnée à l'avance qu'avec une probabilité qui tend vers 0 quand la taille de l'échantillon tend vers l'infini. Voilà, donc nous venons de voir la deuxième partie de tout ce qu'il faut savoir sur les probabilités pour le bac. Alors si jamais cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur les suites, les fonctions et la géométrie dans l'espace.